le Club Notarial Immobilier, mardi 28 mai 2024. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau Club Notarial. On est ravis de vous retrouver. Vous le savez, chaque trimestre, on se donne rendez-vous pour recevoir un invité qui nous fait part de son expertise sur un thème bien précis, un thème de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au visage du Grand Paris après les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui vont commencer très prochainement. Nous allons faire le point avec donc, notre invité qui est Jean-Luc Porcedo, le directeur général de Nexity Transformation des Territoires. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et Élodie Frémont est également avec nous. Bonjour. Maître, présidente de la Commission des statistiques immobilières et également notaire à Paris. Nous allons faire un récapitulatif dans quelques instants avec vous des chiffres qui ont été donnés ce matin en conférence de presse concernant le premier trimestre 2024. Bon, on va voir ce que vous allez nous dire. Avant de commencer, je vous précise, comme à chaque fois, qu'on lit vos réactions en direct. Enfin, on les lira juste après, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur les chiffres que va nous donner Élodie ou sur justement le grand visage du Grand Paris, le visage du Grand Paris après les JO. Voilà, si vous avez des questions pour Jean-Luc Porcedo, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dès à présent. Alors, Élodie Frémont, on commence avec vous concernant ce premier trimestre 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la région Île-de-France, le Grand Paris ? Pas très gai, pas très heureux, mais enfin bon, on a le sourire aux lèvres, c'est qu'on y croit. C'est l'important, c'est le plus important. Il est à craindre qu'on se soit installé dans une crise qui est bien plus longue que ce qu'on aurait espéré, mais c'est ainsi. Trimestre après trimestre, les messages se durcissent. On assiste non pas seulement à une crise du marché immobilier qui pourrait être réservée à quelques interlocuteurs, mais à une véritable crise du logement, de manière beaucoup plus générale et plus profonde. C'est quand même le deuxième poste de dépenses des ménages, et qui représente 25%. Et ce marché du logement, c'est celui de la vente contrainte côté vendeur et du marché de nécessité côté acquéreur. Donc déjà, c'est pas très heureux quand on prend ces deux éléments de contradiction. Alors, en chiffres, fin mars 2024, au niveau national, le nombre des transactions réalisées au cours des 12 derniers mois était en baisse, 822 000 transactions. Autant vous dire que ça ne cesse de baisser depuis septembre 2021. Sur l'Île-de-France, on a constaté 24% des transactions en moins de trimestre à trimestre, du premier trimestre 2023. Et surtout, si on compare à 2 ans, c'est-à-dire si on compare au premier trimestre 2022, c'est une chute exemplaire de 40% du volume des transactions. Alors, quelles en sont les raisons ? Des effets d'annonce qui ont été échoués, notamment concernant les taux d'intérêt qu'on attendait à la baisse à plusieurs reprises. Une solvabilité, on va en parler à l'occasion d'un petit focus, une solvabilité dégradée des acquéreurs, des ventes qui sont contraintes, soit par des séparations, soit par des droits de succession acquittés dans le cadre de succession, et puis le manque de production des logements, mais c'est pas Nexity que je dirais ça. En résumé, un attentisme côté vendeur, côté acquéreur qui fatalement ne va pas en s'arrangeant et qui fait baisser les prix. 8% de baisse en Île-de-France au premier trimestre 2024. La question est, est-ce suffisant ? Alors, on peut désormais parler de crise ancrée. On était un peu timide il y a encore un peu moins d'1 an, mais il ne semble pas que ça puisse se résorber tout de suite. En tout cas, si ça devait se résorber, il faut évidemment l'implication de 3 acteurs essentiels du marché, les pouvoirs publics, les vendeurs et les banquiers. Les pouvoirs publics, mais ça, encore une fois, je pense que notre invité l'expliquera beaucoup mieux que moi, il faut des aides, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient financières. Je pense à la déductibilité des intérêts d'emprunt, je pense évidemment à des aides fiscales dans le neuf, ce qu'on appelait les programmes défiscalisation. Il faut que les vendeurs prennent conscience que leurs prix de 2022 ne sont plus les prix de 2024. Le pic atteint était juillet, en tout cas fin de l'été 2022, ça n'est plus. Et puis, il faut que les taux d'intérêt se baissent. Alors, je dis il faut, c'est pas une fatalité, c'est que si on n'a pas au moins 2 acteurs sur 3 qui jouent le jeu, eh bien, malheureusement, cette crise, elle va se prolonger durablement. Si on devait se projeter, on pourrait dire hip hip hip, les JO vont peut-être relancer la machine. Je crains que non. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous faire dire que ça va immédiatement déclencher une reprise. Les prix, encore une fois, sont insuffisamment baissiers. Et pour qu'une reprise soit augurée, encore une fois, il faut l'impact de 2 acteurs sur 3 et pas seulement d'un seul. Et puis, soyons honnêtes, les Jeux Olympiques vont créer encore un petit attentisme à minima juillet-août, parce que les acquéreurs vont attendre de voir comment ça se passe au niveau des prix et les vendeurs de la même façon.
Alors maintenant, si on parle chiffres de façon beaucoup plus concrète sur l'ensemble de l'Île-de-France, les volumes de vente atteignent un plus bas niveau historique proche du niveau de 2009. On recule de 28%, comme vous le voyez sur ce graphique, par rapport aux 12 mois précédents. J'en profite pour signaler qu'on a changé le mode de calcul. On a repris des volumes qui désormais sont 100% collectés par les notaires depuis juillet 2021. Et ce qui explique cette différence de couleur, c'est que les colonnes bleues, c'est la nouvelle méthode, tandis que les grises, vous verrez de moins en moins la référence à la moyenne des 10 dernières années, puisque ça n'est plus la même méthode de calcul. Donc on ne mélange pas des choux et des carottes. Au premier trimestre 2024, les volumes de vente ont chuté de 24% en comparaison au premier trimestre 2023, mais surtout, en comparaison au premier trimestre 2022, ils ont chuté de 40%. C'est une baisse d'activité qui inquiète. Le printemps de l'immobilier aurait dû avoir lieu en ce début d'année, ce n'est pas le cas. Et les prix ont donc baissé pour 8%, c'est-à-dire le niveau de 2019. Les volumes trimestre après trimestre, nos petites colonnes qui n'en cessent de rougir. Alors, l'activité continue de reculer, mais si on peut avoir un message un tout petit peu optimiste, elle recule moins vite, c'est moins marqué. Par exemple, les ventes des logements anciens ont baissé de 32% au troisième trimestre 2023, 28% quatrième trimestre 2023 et 24% premier trimestre 2024. Alors, ça confirme que 2024 ne sera pas synonyme de reprise et que cette crise du logement, elle est bien là. Et en effet, que cette baisse ralentit de façon très, très mesurée. Les appartements. Alors, qu'en est-il des appartements anciens dans l'ensemble de l'Île-de-France ? Sans aucune exception, le repli de l'activité pour ces appartements anciens sur les 12 derniers mois est de 26%. Il s'accompagne d'une baisse des prix, encore une fois, de 8%. Et au premier trimestre 2024, c'est 39% de baisse de volume de vente d'appartements anciens si l'on compare au premier trimestre 2022. La baisse des volumes entraîne une baisse des prix, moins 7,9% en un an. Le prix s'est donc affiché à 6 120 € au premier trimestre 2024. C'est le niveau d'il y a à peu près 5 ans. Et si l'on compare la situation avec celle du troisième trimestre 2022, qui était le point fort, 6 850 € le mètre carré, on constate une baisse de 10,7%. À venir, est-ce que nous sommes encouragés ? Alors, la baisse annuelle des prix des appartements en Île-de-France devrait ralentir, moins 6,8% en juillet 2024 contre un moins 7,9% au premier trimestre 2024. On pourrait se dire que c'est dû à une saisonnalité qui est fréquemment retrouvée. Comme vous le voyez, on a des petits planchers ou des petits pics sur ces trimestres-là. Juillet ne fait pas exception. Est-ce que ça augure d'une reprise ? Nous ne le croyons pas, nous les notaires. Avec plus 0,2%, les prix stagneraient également les prochains mois à 6 100 € le mètre carré. Mais il serait souhaitable qu'ils baissent davantage afin de redéployer un volume de transactions et d'activités qui sont un peu plus rassurants qu'il n'est. Les maisons. Alors, c'est un marché qui est plus impacté que celui des appartements puisque le marché de la maison subit une chute de volume des ventes qui est presque divisée par 2 en 2 ans. On passe donc de base historique de 2009 avec des chiffres très, très bas. Et la baisse de volume s'établit à 27% en un an, 46% en 2 ans. Tandis que sur 12 mois, les volumes de vente ont baissé de 32%. Évidemment que les prix sont impactés sur l'ensemble des maisons Île-de-France. Alors, ces derniers sont plus marqués à la baisse que ceux des appartements, moins 8,4% au premier trimestre 2024, comparativement au premier trimestre 2023. Et si l'on se réfère encore une fois au niveau le plus haut, c'est-à-dire le troisième trimestre 2022, ils ont baissé de 11,6%. Alors, c'est un secteur qui était plus actif grâce ou à cause de la crise sanitaire, donc évidemment qu'il y a plus de répercussions et que l'impact baissier est un peu plus marqué que celui des appartements. Et dans le futur, doit-on être rassuré ? Même cause, mêmes effets, saisonnalité, petit ralentissement de cette baisse des prix à 5,2% en juillet 2024. On fait état d'une petite hausse d'avril à juillet, portant la maison à un prix de 336 400 €. Mais nous ne pensons pas, encore une fois, que ce soit synonyme de reprise. Alors, qu'en est-il de Paris et Petite Couronne ? Et bien sur Paris, on a une baisse qui est certes très significative sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais sur Paris intramuros, le marché peut-être est un peu plus attractif ou en tout cas subit un tout petit peu moins la baisse de volume que l'ensemble des départements de la Petite Couronne. En comparaison avec le premier trimestre 2023, on peut constater une baisse de 17% du volume des transactions
Et au premier trimestre 2024, c'est 5 780 appartements qui ont été vendus. Sur les 12 derniers mois, la baisse est de 23%. Et les volumes de vente s'approchent des plus bas historiques enregistrés, toujours courant 2009. On est malheureusement et tristement très homogène, quelle que soit la région envisagée. Le prix au mètre carré des appartements parisiens atteint au premier trimestre 2024 9 490 €, comme vous pouvez le voir. Ça correspond à une baisse de 7,9% en un an. Baisse que l'on constate également dans les mêmes proportions dans l'Île-de-France. On n'est pas loin des 8%. Et si l'on compare au prix atteint en novembre 2020, eh bien là, pour le coup, c'est une baisse de 12,6%. Si l'on devait se projeter dans l'avenir, est-ce que nous aurions des jours plus heureux ? Les promesses de vente régularisées nous permettent d'avoir évidemment une vision sur les mois à venir, et notamment sur juillet, avec un prix mètre carré à 9 370 €. La baisse serait de 7,6% en un an, et par rapport au point haut de novembre 2020, le prix pratiqué aboutirait à un recul de prix de 13,7%. La cartographie parisienne, que nous dit-elle ? Bleu et rose. Alors, rose, c'est pas bon signe, et plus ça rougit, moins c'est bon signe. Bon, ce qui est assez significatif, c'est que les prix mètre carré, comme vous le voyez sur la gauche, eux pâlissent, et les moins-values rougissent sur la droite. Et on a tendance à constater que ça se génère surtout sur la périphérie parisienne. Le centre de Paris semble un tout petit peu mieux résister, avec des prix supérieurs à 11 000 € le mètre carré. On a une tendance baissière, ça c'est certain, qui s'est éclaircie au fil des mois, comme on vient de le dire. Le 9e arrondissement vient de passer sous la barre des 10 000 € le mètre carré depuis le trimestre précédent. Et donc aujourd'hui, on a 11 arrondissements qui sont désormais à moins de 10 000 € le mètre carré. L'arrondissement le moins cher reste le 19e, avec un prix à 7 670 € le mètre carré, tandis que les 6e et 7e arrondissements restent les plus chers, avec des prix au-dessus de 13 000 € le mètre carré. L'étendue des prix commence à 6 940 € sur Paris, notamment dans le quartier de la Chapelle, pour finir à 16 380 € le mètre carré. Sans très grande surprise, c'est le quartier des Champs-Élysées, quartier bien plébiscité par les étrangers non résidents. La carte de droite, comme on l'a dit, elle rougit plus qu'elle ne rosit. Et donc, on voit en effet cette espèce de croissant là, qui s'accentue sur toute la périphérie. On constate des baisses de prix très hétérogènes, un moins 1,9% dans le 8e, comparé à un moins 9,7% dans le 19e arrondissement, et le grand écart, moins 10,1% dans le 9e arrondissement de Paris. Si l'on parlait maintenant de la petite couronne, eh bien, ce seront exactement les mêmes constats. Savoir que concernant le volume des ventes, il est assez homogène dans ce mouvement baissier. Concernant les appartements, la baisse d'activité constatée en petite couronne est de 26% en un an. Elle est de moins 21% en Seine-Saint-Denis, moins 26% en Hauts-de-Seine, moins 29% dans le Val-de-Marne. Et les maisons, c'est à peu près la même tendance, un peu plus marquée, avec un moins 30% sur l'ensemble de la petite couronne, moins 28% en Val-de-Marne, moins 31% en Seine-Saint-Denis et moins 33% dans les Hauts-de-Seine. Le constat est donc sans appel. En petite couronne, sur une période de 2 ans, l'activité, comme vous le voyez là sur cette espèce de colonne qui ne nous réjouit pas du tout, a été réduite de 41% pour les appartements et 46% pour les maisons. Les prix de vente des appartements et maisons en petite couronne. Alors, pour les appartements d'abord, la baisse des prix s'accélère en petite couronne, moins 8,4% constaté, soit pour le Val-de-Marne à moins 7,8%, en Seine-Saint-Denis, moins 8,2%, et dans les Hauts-de-Seine, à moins 8,7%. Encore une fois, les promesses de vente régularisées en ce début d'année laissent penser que les prix devraient peu évoluer d'ici juillet. Et la baisse annuelle des prix serait ramenée à 6,6% pour les appartements. C'est un rebond saisonnier qui l'on constate sur le graphique, comme vous pouvez le voir, mais qui ne semble être que saisonnier et qui ne saurait préjuger d'une reprise accélérée de l'ensemble de l'activité. S'agissant des maisons en petite couronne, la baisse annuelle des prix est identique à celle des appartements, moins 8,4%. Pour le coup, c'est assez simple. En Seine-Saint-Denis, à moins 7,4%. Dans le Val-de-Marne, moins 8,5%.
Dans les Hauts-de-Seine, moins 9,1%. Même constat que pour les appartements. La baisse annuelle serait ramenée à 5% en juillet 2024. Pour les mêmes raisons, le critère de saisonnalité ne nous semble pas suffisant et pertinent pour parler de reprise et semble être limité à ce mois de juillet. Pour ce qui est de la grande couronne, homogénéité absolue, je l'ai dit en introduction, que ce soit au national ou grande couronne, petite couronne et Paris. Qu'en est-il en termes de volume ? Pour les appartements, on assiste à une chute de 26% si l'on compare le premier trimestre 2024 à celui de 2023. Elle est même de 43% par rapport au premier trimestre 2022. C'est énorme. La baisse est à peu près la même dans tous les départements. Vous voyez du moins 23, moins 27. Et c'est l'Essonne qui s'en sort un tout petit peu mieux avec une baisse de 23%. Alors de son côté, la Seine-et-Marne est le département le plus impacté avec une chute de 27% des transactions en un an et 47% en 2 ans. Pour les maisons, c'est malheureusement le même constat que les appartements. On a une chute de 25% des transactions si l'on compare le premier trimestre 2024 à celui de 2023 et un moins 45% sur 2 ans. La baisse se situe entre 22 et 29% selon les départements. Les 29% de baisse sont pour le Val d'Oise. Qu'en est-il en termes de prix ? Pour les appartements en grande couronne, ce premier trimestre constate encore une fois la baisse des prix qui a atteint 7% en un an et 1,5% sur 3 mois. Et tous les départements se tiennent dans un mouchoir de poche. Si l'on regarde les données provenant des avant-contrats, vous voyez la partie pointillée sur cette courbe, on assiste à une légère remontée, encore une fois comme tous les autres slides, mais celle-ci est encore une fois due à la saisonnalité et très peu, selon nous, à une reprise conséquente et peut-être un peu illusoire. Alors, si l'on tient compte de cette petite pause, en juillet, la variation annuelle devrait donc normalement tomber à moins 4,8% et les Yvelines subiraient la plus grosse baisse avec un moins 5,9%. Mais n'oublions pas que c'est quand même le département où les prix sont le plus élevés. Pour les maisons en grande couronne, la chute des prix est un peu plus sévère avec une baisse de 8,3% à comparer au moins 7% pour les appartements. Là encore, tous les départements se tiennent dans un mouchoir de poche. Et c'est la Seine-et-Marne qui baisse le moins avec un 7,9% de baisse. Si l'on regarde la variation sur 3 mois, la baisse semble s'accélérer du 4e trimestre 2023 au 1er trimestre 2024 avec une chute de 3%. Mais c'est sans compter sur les avant-contrats qui viendraient, tout comme les appartements d'ailleurs, annoncer une petite pause. Eh bien justement, qu'en est-il de la solvabilité de nos emprunteurs qui aimeraient bien se loger ? Pardon d'être redondante, mais on ne parle pas seulement d'une crise du marché immobilier, mais vraiment une crise du logement. On s'est permis de faire un petit comparatif sur les mensualités et puis on est allé un petit peu plus loin. Si on n'a pas les moyens de conserver si on doit conserver ses mensualités par défaut, que doit-on faire ? Comment doit-on réduire son logement ? Et du coup, quelles en sont les conséquences ? Eh bien, le volume des crédits nouveaux à l'habitat, il a chuté en 2 ans de façon très importante. Ce qui veut dire que la capacité de financement de l'emprunteur s'en ressent et fatalement, conséquence logique, sa solvabilité est évidemment en baisse parce que le banquier se fait quand même fort d'avoir une solvabilité qui soit raisonnée. En mars 2024, c'est très parlant, ce sont 6,7 milliards de prêts octroyés, soit un moins 66% en comparatif des 2 dernières années, moins 45% sur un an, donc c'est sensible. On a une longueur du traitement des dossiers de crédit. On a une augmentation du montant des apports qui sont sollicités auprès des particuliers. On demande une meilleure capacité à acheter. En quoi se reflète-t-elle ? En la capacité d'épargnant, tout simplement. La meilleure des garanties pour le prêteur, c'est votre épargne et c'est votre apport personnel. Ce qui va donc stimuler les donations, les prêts familiaux et qui va peut-être stimuler aussi des garanties supplémentaires qu'on ne voyait pas ou peu, telles que le cautionnement personnel, en plus d'hypothèques qui seraient prises sur des biens immobiliers. À cela s'ajoutent les chiffres que vous voyez. Si l'on prend janvier 2022, vous vouliez acheter un appartement en Île-de-France de 65 mètres carrés. Entre janvier 2022 et août 2023, votre mensualité allait augmenter de 19%. Depuis août 2023, la bonne nouvelle, jusque juillet 2024, on sent un mouvement baissier. Les taux d'intérêt, c'est pas illusoire, vous l'avez vu, ont un peu baissé. Et là, on baisserait à 6%. Il n'empêche que l'effort financier de janvier 2022 à juillet 2024, lui, a progressé de 12%. Donc, votre emprunteur va devoir, pour la même surface, non pas débourser 2030 € le mois, mais 2280 € le mois. En a-t-il les capacités ? On va voir que certainement que non.
Pour la maison, c'est le même raisonnement, c'est même peut-être un petit peu pire, puisque la maison de 100 mètres carrés que vous achetiez en janvier 2022 générait une échéance mensuelle de 1 651 €. Eh bien, en juillet 2024, il va vous en coûter 1 930 €. C'est-à-dire un effort dans votre petit porte-monnaie de 17%. Et cet effort était beaucoup plus important en septembre 2023, il était de 23%. Il a un petit peu baissé sur la même logique que les appartements à 5%, mais il n'en demeure pas moins que si l'on prend le comparatif janvier 22, juillet 24, eh bien l'effort de financement est de 17%. Alors que dois-je faire ? À défaut de pouvoir financer un logement plus grand, puisqu'en général c'est ce qu'on recherche, que dois-je faire ? Si je veux maintenir ma mensualité parce que je n'ai pas la capacité à emprunter et que je ne suis pas suffisamment solvable, eh bien je vais devoir revoir à la baisse, non pas mon échéance, mais la surface que je vais acheter. Eh bien, c'est l'objet du deuxième graphique que vous voyez apparaître sur la droite. En l'occurrence, l'appartement dont vous rêviez en janvier 2022 et qui faisait 65 mètres carrés sera, pour la même échéance acquittée, de 58 mètres carrés. Vous allez donc perdre 7 mètres carrés de surface. Et pour la maison que vous vouliez acheter et qui devait avoir une superficie de 100 mètres carrés en janvier 2022, eh bien en juillet 2024, cette surface sera réduite à 85,5 mètres carrés. C'est donc 14 mètres carrés 50 que vous perdez. Alors, ce qu'on peut affirmer, c'est que la baisse des prix, encore une fois, elle est insuffisante pour pouvoir répondre à une demande de la part de cet acquéreur. Mais ce n'est pas la seule cause. La deuxième cause, on vient de la voir, c'est la double punition, qui est à la fois de subir la hausse des prix et en même temps un crédit plus difficile à porter. Donc, une trésorerie plus affectée, donc l'obligation de se reloger plus petit, disons-le très clairement, mal se loger ou se reporter sur le marché locatif. C'est l'objet du deuxième focus où on est allé rapidement pour vous expliquer que sur un an, c'est pas nous qui l'avons imaginé et ressentons, c'est du concret. Sur un an entre 2022 et 2023, quels sont les volumes d'appartements qui ont le plus subi de baisse ? Eh bien, comme par hasard, ce sont les grandes surfaces. Moins 29% des 5 pièces et plus en appartement, moins 29% de transactions en un an. Alors que c'est sur ce type de surface qu'on a les prix qui ont le plus baissé, moins 7,5% en un an. Donc c'est bien que le prix baisse pas assez et que mon crédit est trop cher, donc je suis obligée de réduire la surface. Même constat pour les maisons, puisque vous allez voir que la maison la plus grande se vend le moins bien, avec une baisse de volume de transactions sur un an de 31% sur les maisons de 6 pièces ou de 7 pièces et plus. Donc j'ai revu évidemment mon curseur et on s'oriente plus sur des maisons plus petites, puisque vous voyez que là, pour le coup, la baisse des volumes de transactions est beaucoup plus faible, 6,4% versus 7,4% pour les 3 pièces et moins. Alors en conclusion, je ne suis pas, vous l'avez compris, d'un optimisme débordant, mais je ne fais qu'un constat sur le passé, je ne demande qu'à parier sur l'avenir. En tout cas, on peut entendre parler de frémissement, mais heureusement, parce que eu égard à des chiffres aussi bas que sur ce premier trimestre 2024, on espère bien qu'à compter du deuxième trimestre, ça va progresser dans le bon sens. Alors vous allez me dire, le critère de saisonnalité le prouve. En effet, en juillet, il semblerait qu'on atténue ce mécanisme de baisse. Il n'en demeure pas moins que les chiffres en témoignent. Cette crise est bien ancrée. Elle est beaucoup plus durable que ce qu'on aurait pu espérer. Et si l'on avait un qualificatif à donner à cette période, c'est celui de insuffisant. Les baisses des taux directeurs sont insuffisantes pour redonner de l'espoir et notamment de la solvabilité à vos acquéreurs et rompre la fameuse spirale infernale de l'attentisme. J'attends que les taux d'intérêt baissent. Donc ça, évidemment, ne va pas être rompu. Le marché locatif, il est insuffisant pour juguler les demandes croissantes de logement. Le marché du logement répond insuffisamment à un besoin fondamental de se loger, qui est quand même une des conditions élémentaires de chacun d'entre nous. Les baisses de prix sont insuffisantes pour se retrouver en adéquation avec un marché immobilier baissier en volume de transactions. Les incitations fiscales, je l'ai déjà dit, sont insuffisantes pour atténuer tant les effets de la crise que pour relancer le marché du logement qui est en souffrance. Et enfin, le contexte international est évidemment insuffisamment rassurant, tant pour nos investisseurs étrangers que pour les franciliens. Alors, on l'a dit, les deux précédentes crises, Covid, subprimes, ont été jugulées notamment par l'intervention des pouvoirs publics qui ont une part très active dans le marché du logement en favorisant, en stimulant et en aidant. On l'a dit, fiscalement, financièrement. Le Français croit en la pierre et a toujours une appétence pour la pierre, mais quand même, force est de constater que sur un rendement locatif de plus
plus en plus compliqué à espérer, de plus en plus taxé et de plus en plus difficile à aménager au regard notamment des critères de notation et des logements énergivores, eh bien, le francilien va certainement se reporter sur un investissement plus prometteur tel que le rendement des revenus de valeur mobilière, pourquoi pas, ou des comptes titres. En résumé, les signaux ne permettent pas d'encourager une reprise, en tout cas dans l'immédiat. Il est temps de réagir pour faire en sorte que ce marché du logement soit en corrélation avec les besoins et les attentes, non seulement des franciliens, mais des Français dans leur ensemble. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Maître. Bon, on l'a vu, c'est pas fameux. Mais ça rejoint le baromètre qui vient d'être publié sur le moral des Français concernant l'immobilier, qui sont pessimistes à 73%. Ça a été publié la semaine dernière par Opinionway et les courtiers Artemis Courtage. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis un long moment que les Français n'avaient pas été aussi pessimistes concernant l'immobilier. Bon, on va parler sport maintenant, enfin JO. Avec un peu plus de bonnes nouvelles. Le visage du Grand Paris après les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est avec vous, Jean-Luc Porcedo, donc directeur général de Nexity Transformation des Territoires. Vous êtes un aménageur avant tout, en charge de tous les territoires en mutation et du pilotage des grands projets dits complexes, dont le fameux projet de village olympique. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un chat, que vous pouvez poser vos questions en direct. On prendra le temps d'y répondre en fin d'émission, alors que ce soit pour Élodie ou pour Jean-Luc. Voilà, n'hésitez pas. Bon, alors je rappelle que les JO commencent très bientôt, puisque ça commence le 26 juillet prochain jusqu'au 11 août. Ensuite, le 28 août, ce sera les Jeux paralympiques jusqu'au 8 septembre. Et je pense que Jean-Luc, on peut le dire, il y aura un avant, un pendant et un après Jeux Olympiques, puisque je rappelle qu'on attend quand même plus de 15 millions de touristes dans notre capitale. Des infrastructures, on va en parler, ont été construites, notamment le village olympique, le village des athlètes. Justement, 14 500 athlètes sont attendus, plus leur staff, pendant les JO, et 9 000 athlètes, plus leur staff, pendant les Jeux paralympiques. Voilà, il a fallu réorganiser la ville, construire. Jean-Luc, peut-être un petit mot d'introduction sur cet événement mondial. Merci. Si vous m'autorisez un petit mot sur la présentation de Maître Frémont, quand même. On ne découvre rien dans ce que vous avez présenté. Je me faisais la remarque à vous écouter, c'est que d'abord, la deuxième partie de l'émission va être dure pour essayer de redonner un peu d'espoir, mais c'est surtout que en fait, c'est la chronique d'une crise qui est installée, qui continue. Et je me faisais la remarque, peut-être qu'il faut répéter ça matin, midi et soir aux gens aux personnes qui nous dirigent, parce que la réalité des chiffres est super brutale quand on vous écoute, même si nous on la vit tous les jours, mais alignée comme ça de bout en bout, elle est que sur l'Île-de-France, elle est vraiment extrêmement brutale. Et on s'interroge toujours avec cette réalité, comment il n'y a pas plus de réaction. On va dans le mur en chantant, on le sait depuis plusieurs mois, depuis grosso modo le début de la guerre en Ukraine, et depuis ce temps-là, rien ne se passe. On continue à avancer en chantant pour aller dans le mur. Là, on est vraiment dans le mur depuis quelques mois, mais pour autant, il n'y a pas plus de réaction. Et c'est vrai que l'addition de votre présentation, elle fait peur, quoi, sur l'actualité, sur la suite, parce que vous avez raison. On pourrait se dire ça va aller mieux, et en fait, il n'y a aucun signal d'une quelconque amélioration. Ça, c'est un peu ma réaction, parce que j'avoue que votre présentation, elle est difficile. Et donc, je vais vous parler, moi, des Jeux Olympiques. Je vais essayer d'être un peu plus optimiste que ce que j'ai prévu, c'est que peut-être faire une rapide présentation de ce que c'est notre partie, nous, du village olympique. Je dis nous parce que c'est un groupement, c'est Nexity, c'est FH Immobilier, c'est CDC Habitat, et puis c'est deux partenaires privilégiés, Groupama et EDF, avec une entreprise générale qui est FH Construction. Un groupement parce que, on va dire, la complexité, la dimension, la durée de ce type de projet, on ne pouvait y répondre que dans un attelage, on va dire, des meilleures et des plus grandes compétences. Je vais passer quelques images que vous allez voir, juste peut-être pour rappeler quelques événements. Maintenant, on est presque dedans sur le rendez-vous olympique, mais en fait, on oublie un peu d'où on vient depuis 4 ans et demi, 5 ans. Et comment on a réussi, on va dire, en un temps record, à dérouler ce magnifique projet pour ce qui nous
ce qui nous concerne, nous, ce groupement, le village des athlètes à Saint-Ouen, ce qu'on appelle le secteur E. Donc c'est les belvédères. Hein. Le secteur E, c'est ce dont vous êtes occupé avec FH. de marcher. Ouais, ah si, ça a marché trop vite. Cette image que moi je trouve très impressionnante, enfin, pour se remémorer ce que l'on a fait, plus gros chantier monosite d'Europe. Je crois qu'à la pointe de l'activité, il y avait 57 grues en même temps sur l'ensemble du chantier du village des athlètes. Ça donne une image, on va dire, de la densité de ces travaux, de l'effervescence de toute cette période sur pilotage de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Avant, c'était une friche. Hein. Avant, c'était, il y a longtemps, c'était un site industriel. Et pour ceux qui ont la passion de l'histoire des territoires en Île-de-France, c'était les réserves d'essence et de pétrole de la SNCF et de la RATP. Pour faire simple, pour ceux qui connaissent, c'était un peu comme Tancarville ou Fos-sur-Mer, des énormes cuves de carburant. Ensuite, ça a été des territoires industriels, des bureaux, de l'activité. On va le voir juste derrière. Si j'arrive à retrouver, voilà. C'était une vue aérienne avant le projet de lancement du village olympique. Donc on voit, on reconnaît, si vous connaissez un peu ce secteur, on va dire le vieux Saint-Ouen qui est sur la droite, le village ou la commune, la partie de la commune historique, et ensuite des locaux de bureaux d'activité. Au milieu, on va dire l'ancienne cité du cinéma d'Éric Besson, c'est le grand bâtiment que l'on voit. Et puis de part et d'autre, on va dire des locaux d'activité, une ancienne halle qui est aujourd'hui sur le site de Vinci. Voilà, un site comme on en voit beaucoup, comme on en a beaucoup connu sur la première couronne de l'Île-de-France, un site tourné plus vers l'activité, le bureau ou l'industriel, qui sont ces territoires de mutation dans ces villes de première couronne, tout au long ou de chaque côté du périph', on va dire. Ensuite, il y a eu, on va dire, une vision, je mets cette image qui est la vision globale du village des athlètes, 52 hectares sur 3 communes. Saint-Ouen pour ce qui nous concerne exclusivement, Saint-Denis pour le site du milieu, et puis l'île Saint-Denis, on voit à droite de l'image. 3 communes sur le village des athlètes, 2 autres communes d'Uny-le-Bourget de l'autre côté de la Seine-Saint-Denis pour le village média. Je cite les chiffres de 1500 logements à la fin en livraison. Donc pour votre quartier à vous, hein, pour le belvédère. Non, ça c'est de l'ensemble du village olympique. 117 000 m² d'activité de bureaux, 2 000 m² de commerce, des crèches, 2 groupes scolaires à Saint-Denis et à Saint-Ouen. C'est ce qui va être livré après la période des Jeux Olympiques. Et pendant la période des Jeux, près de 15 000 athlètes hébergés, 206 délégations et 9 000 athlètes pendant la phase paralympique. Donc, on va dire sur ce projet-là, comment dire, j'ai l'habitude de répéter, on va dire un certain nombre de caractéristiques hors normes sur le temps, sur la dimension, sur le nombre de compagnons qui ont travaillé, sur l'intensité des travaux effectués pour après arriver à une livraison du village olympique que vous voyez là, qui a été livré donc le 29 février 2024 avec l'inauguration avec le président de la République. Ça, c'est la maquette de l'époque. La partie du village des athlètes de mon groupement, c'est la partie droite. Ensuite, de l'autre côté du mail central, mail finaux, c'est le groupement de ICAD. Et de l'autre côté de la cité du cinéma, c'est le groupe de Vinci. Là, on ne voit pas, il y a la partie, on va dire, de l'île Saint-Denis. Pour ce qui concerne, on va dire, mon groupement, je reviens dessus. Donc là, c'est ça, c'est 527 logements. Voilà, ça c'est après la phase JO, ce sera 527 logements. 2500 athlètes. 2500 athlètes accueillis, 15 000 m² de bureaux, 500 m² de bureaux, 4500 m² de rez-de-chaussée de commerce, une crèche et un gymnase que l'on verra tout à l'heure. Le tout 100% accessible, un effort vraiment particulier, extrêmement important, qui a été donné sur l'accessibilité universelle. J'y reviendrai certainement après. Une rapide image de la répartition des copropriétés. On va dire dans le village des athlètes qui nous concerne, l'ensemble du parcours résidentiel s'y retrouve, du logement social, de l'accession, du logement intermédiaire, donc réparti, on va dire, sur l'ensemble du site. Des bureaux, bien évidemment. Là, je passe rapidement, c'est les logements actifs pendant la phase des Jeux. Que vous ayez en tête, à la fois l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des logements vont être utilisés en partie pour les athlètes, l'ensemble des rez-de-chaussée, on va dire pour faire simple, pour la logistique de la phase olympique.
Et puis, un certain nombre de lieux vont être utilisés par l'infrastructure de Paris 2024, en particulier notre bâtiment de bureau, qui va être, on va dire, l'épicentre de l'administration de Paris 2024 pendant la phase JOP. On a essayé de garder pendant cette phase-là, on va dire, la mise en œuvre de l'activité qui débouche demain en phase livraison, en phase héritage, sur, on va dire, des actifs orientés commerce, artisanat, et l'utilisation des rez-de-chaussée va être, entre guillemets, dans cette perspective-là. Bien évidemment, l'axe fort, important, qui faisait partie des exigences du cahier des charges, c'est les engagements environnementaux. On a l'habitude de dire pour nos entreprises, mais je pense pour toutes celles qui ont été associées dans ce formidable projet, c'est ce qu'on a voulu montrer les uns et les autres, c'est l'excellence française. L'excellence française sur la manière de faire, l'excellence française sur le respect des engagements environnementaux, l'excellence française sur la capacité à faire dans des délais. On est tous les uns et les autres, toutes nos entreprises, tous les compagnons qui ont travaillé, toutes les institutions, je crois, très fiers du résultat. On a livré en changeant très peu, on va dire, ce qui était prévu au moment du projet. Et quand on regarde les images de la candidature et les images des réalisations, en fait, c'est quasi exactement les mêmes. C'est très rare de pouvoir dire ça dans des projets urbains. Je vous montre 2-3 images qui sont, on va dire, à la fois symboliques et en même temps, pour nous, très, très importantes. Là, vous avez une image sur un des lots, qui est le lot bureau de notre groupement. Le dernier étage, on a livré au dernier étage des terrains de basket avec une vue sur le territoire du Grand Paris exceptionnel. Un terrain de basket, vous le voyez à l'image, avec des charpentes exclusivement en bois, avec tout le bâti exclusivement en bois. Le jour de la livraison par Eiffage Construction, voilà, c'était un moment extrêmement fort de ces 5 dernières années. Parce qu'en fait, les charpentes que vous voyez à l'image sont arrivées préconstruites, donc ont été montées au dernier étage, posées par les compagnons d'Eiffage Construction. Voilà, et ça donne à la fin, on va dire, 3 terrains de basket en direction des clubs de sport du territoire qui sont un peu, on va dire, quand je suis très chauvin sur notre lot, je dirais pour moi c'est le plus beau bâtiment du village olympique, mais en même temps c'est une symbolique, on va dire, d'ouverture au public dans un bâtiment de bureau. Sur de l'activité sportive. Saint-Ouen est une ville, mais la Seine-Saint-Denis, les JO, en fait, particulièrement attachés au symbole du sport. Pour les connaisseurs, le Red Star, le club de Saint-Ouen remonte en D2. Voilà, il y avait une symbolique pour nous d'avoir cet équipement emblématique à Saint-Ouen, sur Saint-Ouen, autour du sport, bien sûr par rapport aux JO, mais toujours aussi par rapport au territoire. Et j'y reviendrai par la suite. Ça, c'est une autre image, on va dire, de ce qui a été livré. Alors, quand il y a écrit 100% réversible, on va peut-être expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire réversible. En fait, c'est le principe de ce projet-là. On a inventé, quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs mobilisés. La réussite du village olympique, la réussite de tout ce qui a été construit en temps et en heure, de tout ce qui va permettre d'accueillir le monde entier, c'est d'abord une mobilisation pleine et entière de tous les acteurs sur ce projet-là. Tous les acteurs, c'est-à-dire de l'appareil de l'État, des collectivités, des entreprises, des architectes, des bureaux d'études, bref, tous ceux qui participent à la fabrique de la ville. Et la particularité, bien évidemment, des Jeux Olympiques, c'est que tous les ouvrages sont d'abord, peut-être épisodiquement, construits et livrés en direction du rendez-vous de Paris 2024, mais sont d'abord construits et livrés pour des hommes et des femmes qui vont y habiter. Donc on a dû, dès le départ, penser des logements, des rez-de-chaussée, des bureaux qui devaient être 100% réversibles, avoir une destination pendant la phase JOP et avoir une autre destination après la phase JOP. C'est 100% réversible, sans trop exagérer, je crois que c'est la première fois en France où on construit un projet d'une telle dimension avec cette obligation et cette réussite de 100% de réversibilité. Donc tout sera réversible. Tout sera réversible. Je vous donne un exemple. On livre des logements pour des athlètes. Le cahier des charges pour les athlètes que l'on va accueillir, c'est une chambre, un salon, une salle de bain avec un sanitaire. Donc c'est grosso modo une livraison exclusivement de cette configuration-là. À la suite de la phase, donc on a livré ces caractéristiques et le village olympique construit de telle manière.
À la suite de la fin des Jeux paralympiques, Paris 2024 va nous redonner la propriété. On leur a donné le 29 février, ils vont nous la redonner fin septembre, et on engagera cette réversibilité pour refaire ou faire de ces logements, de ces bureaux, pour des hommes et des femmes, c'est-à-dire des logements classiques, des logements sociaux, des logements en accession, DF1, DF2, DF3. Donc c'était, on va dire, le premier challenge dans le projet du village olympique, c'est de construire sur une telle dimension des bâtiments, des bureaux, des logements 100% réversibles. On y est arrivé. On y est arrivé grâce à des évolutions, on va dire, réglementaires extrêmement importantes. Je pense entre autres au permis à double état, c'est-à-dire que quand on a conçu les projets du village olympique, on a déposé des permis double état pour une première phase JOP et ensuite pour une deuxième phase, ce qu'on appelle héritage. C'est la loi du 28 mars, je crois, promulguée le 29, mais de fin mars 2018, qui a permis, on va dire, d'établir ce permis à double état. C'était quelque chose qu'on n'existait pas jusqu'à présent, qui a permis de simplifier tout en respectant un certain nombre de procédures, et en particulier tout ce qui était recours, qui a permis, on va dire, d'instruire des permis, tous les opérateurs et confrères en rêveraient, on va dire, d'instruire des permis entre le moment où il est déposé et le moment où il est attribué, maximum de 4 mois. Généralement, c'est un peu plus long, qui a posé à travers cette loi, non pas des conditions d'exception, mais en même temps, ces grands projets nécessitent parfois des conditions d'exception, mais je ne crois pas que c'était une loi d'exception, c'était surtout une loi qui permettait, on va dire, de montrer et de réaliser l'excellence française. Donc forcément, ça a dû être aménagé. C'est vrai que ces grands moments mondiaux sont toujours des gros accélérateurs. Dans notre histoire, peut-être plus encore en France que dans d'autres pays, je pense à Londres, Barcelone ou d'autres endroits, mais en France, quand on est candidat à des Jeux Olympiques et quand on a réussi à réaliser ce grand rendez-vous, j'ai 2 événements olympiques en tête. Grenoble, voilà, la ville a démarré grâce aux Jeux Olympiques d'hiver en 68. Les Jeux Olympiques d'hiver en Savoie et Haute-Savoie, où on a permis une accélération des infrastructures, en particulier de transport. Et là, Paris 2024, aux Jeux Olympiques, petit nationaliste, je devrais presque dire Saint-Denis Paris 2024, permet une accélération, un rattrapage parfois de retard et surtout une projection dans la ville de demain, dans la réappropriation d'un certain nombre de territoires. Le titre de notre échange, c'est le visage du Grand Paris. Moi, après les Jeux 24, je rajouterai à ce titre le visage du Grand Paris après les grands projets d'infrastructure de transport, parce que je pense que ça a été déterminant pour notre candidature olympienne. Je pense à tous les travaux du Grand Paris, à toutes les lignes de métro qui sont livrées parfois, en cours, ou seront livrées dans les prochains mois et les prochaines années. On a, donc ça c'est le projet du Grand Paris lancé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant par le président Sarkozy, c'est-à-dire une énorme infrastructure de transport, une énorme modification des infrastructures de transport en Île-de-France. Ça, je ne sais pas si ce qui a fait qu'on a gagné Paris 2024, je crois que c'est comme toujours dans ces candidatures, c'est, on va dire, un ensemble d'ambitions, un ensemble de réalisations et un ensemble de capacités à faire. C'est d'abord, on va dire, une infrastructure de transformation sur l'Île-de-France, c'est une ambition sur les sujets environnementaux, c'est d'utiliser au mieux, on va dire, les deniers publics sur Paris 2024. On transforme un certain nombre d'équipements. On a construit des équipements, alors c'est pas nous pour le coup, mais dans le cadre de Paris 2024, des équipements qui permettent à des territoires de rattraper du retard. Je pense entre autres à la piscine olympique et à des équipements sportifs sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et puis on a utilisé au mieux, on va dire, des équipements, des symboles de l'architecture francilienne. Je pense au Grand Palais, je pense à des espaces publics comme les Invalides, on le voit en ce moment. Peut-être parfois on le subit, mais c'est pour la bonne cause. On le voit et on le subit aussi sur le Champ de Mars, on le voit et on le subit aussi sur la Concorde. Mais en même temps, c'était aussi une garantie dans notre candidature, alors je parle au nom de l'ensemble des collectivités et de l'État qui ont porté cette candidature, une garantie de gestion au mieux des deniers publics. On sait qu'il y a eu des territoires qui ont accueilli des Jeux Olympiques, où on a construit des énormes infrastructures et qui en fait n'ont servi qu'une fois. Là, je crois que le choix a été délibéré
sur les équipements, de construire là où il y avait besoin et ce qui permettait un rattrapage, et en même temps plutôt d'utiliser, on va dire, le patrimoine qu'on a la chance d'avoir à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans les régions, parce qu'il y a tout un tas d'activités sportives qui vont se dérouler dans les régions. Je pense à la base de voile ou aux compétitions de voile à Marseille. Voilà, on a été attentif à ça. Et puis après, on a fait ce qu'il fallait faire sur, en particulier, le village des athlètes. Je crois que c'est la plus grosse construction des 3 opérateurs, hein, notre groupement ICAD et Vinci. Donc là, on est parti de rien et on a participé avec les Jeux Olympiques à une reconquête urbaine de ces territoires. Encore une fois, qui se marie avec les infrastructures de transport. Hein, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, autour de Pleyel, on va dire l'aboutissement de plusieurs années de travaux, accélérés avec la phase olympique, mais qui permettent justement de reconquérir ce territoire, à la fois en termes de logement et en termes d'infrastructures. Moi, j'invite tout le monde à aller voir les nouvelles gares Porte-Maillot et à Nanterre liées au prolongement de la ligne E. On voit bien que ce sont d'abord des ouvrages d'art, mais aussi des équipements au service du public qui ont été, bien sûr, accomplis, réalisés avec la mobilisation forte des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, mais aussi parce qu'on s'était tous donné l'ambition d'être à ce rendez-vous de Paris 2024. Donc le nouveau visage, après Paris 2020, après les Jeux Olympiques, c'est à la fois, bien sûr, tout ce qui est lié au village olympique, mais aussi tout ce qui est lié à, on va dire, la nouvelle organisation de transport public en Ile-de-France. Je crois que dans quelques jours, les pouvoirs publics vont inaugurer le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly. Voilà, c'est aussi une avancée extrêmement forte, comme a été inaugurée la ligne 14 jusqu'à Saint-Ouen, dans cette perspective aussi des Jeux Olympiques. Voilà, c'est aussi ce maillage-là, la mobilisation de tout le monde qui fait qu'on est aujourd'hui à quelques jours de ce formidable rendez-vous et qui, pour l'instant, on va toucher du bois, pour l'instant se réalise parfaitement. C'était un énorme challenge quand on a gagné notre groupement. On était fin 2019 quand on a été lauréat du site, parce qu'on était fin 2019 et que les Jeux Olympiques étaient en 2024. Il y avait une livraison du coup attendue en 2024, à date précise. Sans rentrer dans les détails, avec une obligation, parce que les pénalités, si on n'était pas à l'heure, on va dire, étaient assez... Alors c'était quoi les pénalités ? C'était des millions d'euros par jour, donc on n'avait pas trop le choix. Et c'est vrai que quand on a gagné, les uns et les autres, à la fois c'était une immense fierté. Une entreprise comme Nexity, on est numéro 1 de l'immobilier en France. Je crois qu'à l'époque, les discussions entre Alain Dinin, Jean-Philippe Ruggieri qui nous a quittés et Véronique Bédag étaient est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? On ne va pas sur ce genre de projet pour gagner de l'argent. On essaye de ne pas en perdre, c'est déjà pas mal. On y va parce qu'on est numéro 1 et qu'une entreprise comme la nôtre ne pouvait pas ne pas être dans cette aventure collective. Donc c'est une vitrine de l'excellence française. C'est une vitrine de la réalisation, c'est une vitrine de nos savoir-faire, c'est une vitrine de notre capacité à faire et surtout c'est une immense fierté pour les équipes qui ont travaillé sur ce projet-là. On rencontre dans une vie professionnelle qu'une fois ce type de rendez-vous. Donc c'est une immense fierté pour les équipes qui ont travaillé 24/24. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'étais encore en réunion à 23h30 hier sur le sujet du village olympique. Donc on est 24 heures sur 24 sur ce dossier. C'est aussi par la complexité de ces dossiers-là qu'on fait émerger des nouveaux, des pépites, des nouveaux collaborateurs ou des nouvelles collaboratrices. Moi, je cite souvent l'exemple, ma directrice de projet, et je l'ai nommée il y a quelques semaines, directrice générale d'une de mes filiales, parce que voilà, elle a piloté de main de maître, on va dire, ce dossier-là dans toute sa complexité. Et c'est aussi dans une carrière, c'est une jeune femme, à peine plus de 30 ans, dans une carrière, un accélérateur de sa carrière, un accélérateur de sa compétence ou de ses compétences. Tous vos collaborateurs ont été motivés par ce projet. On sent votre motivation à vous, personnellement, mais est-ce que il a fallu fédérer en interne où tout le monde a joué le jeu, tout le monde était hyper excité sur ce projet ? On a constitué des équipes dédiées, parce qu'on n'avait pas le choix. On a constitué des équipes dédiées sur le projet du village olympique, extrêmement chronophage, extrêmement complexe, mais en même temps, le reste de la vie continue et le reste du travail de Nexity continue. Donc en fait, on a constitué des équipes dédiées pour travailler avec un pilotage, une organisation particulière, une coordination particulière qui était donc hébergée dans une de mes filiales, mais en même temps, voilà, les équipes qui étaient sur ce projet-là, bien sûr, la plus grosse difficulté, c'est l'après. Parce que la mobilisation, la densité du travail, la densité de la mobilisation et la densité de la satisfaction de voir monter, entre guillemets, ce projet-là. Moi, j'avais l'occasion d'y aller presque une fois tous les 15 jours.
chaque fois que j'y suis allé, je revenais en me disant waouh, ça avance. Pour voir l'état d'avancement. Ça avance, waouh, ça avance fort et ça avance bien. Alors, je suis obligé de dire que ce type de projet, on a quand même traversé tout un tas de choses qu'on était à des années-lumière d'imaginer au moment de la candidature. Il y a eu le confinement. Il y a eu d'abord le confinement, on a continué à travailler. Il y a eu un événement un peu complexe pour nous et pour l'immobilier en général, c'est la guerre en Ukraine, avec une augmentation des matériaux de 30%. Tout simplement. Il y a eu des délais qui ont été rallongés aussi pour la livraison des... tout ça est lié, c'est-à-dire il y avait des matériaux qui venaient d'Ukraine, il a fallu les remplacer, et puis en même temps on n'avait pas le temps, c'est-à-dire on n'avait pas le temps de s'interroger sur ce que c'est cela, est-ce qu'on négocie les prix, parce que 29 février approchait, tout était, on va dire, timé, semaine par semaine, mois par mois, et puis on a enfin, la dernière étape des complexités, c'est la crise de l'immobilier, et donc avec... vous l'expliquiez très très bien tout à l'heure, avec une absence de perspective quasi totale sur, on va dire, ce secteur-là, et donc pour nous, derrière, sur la commercialisation, qui est un vrai sujet, parce que même si on a été très vite... Donc la commercialisation des logements. Des logements, oui, pardon. Même si ça a été très vite, nos projets, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille ou la densité, c'est un foncier, des coûts de travaux et des prix de sortie. Bon, là, on a tout compressé sur un délai hyper court. Néanmoins, les 3 critères restent des critères fondamentaux de l'équilibre du projet. Donc pour revenir à votre question, on y va parce qu'on ne pouvait pas, on y allait parce qu'on ne pouvait pas ne pas y aller, de mon point de vue, parce que Nexity est numéro 1. On y allait avec ce que l'on considère comme parmi les meilleurs partenaires ou entreprises. Et puis on y allait aussi parce que c'est un territoire, pour ce qui nous concerne Saint-Ouen, où on est particulièrement implanté. On a livré la ZAC des Docks, donc pas très loin, mais toujours sur Saint-Ouen, qui est un projet de transformation industrielle qui sont les anciennes usines d'Alstom, qu'on a acheté Nexity en 2004, qui fait grosso modo la même superficie et qu'on a presque fini cette année. C'est-à-dire 20 ans. 4 ans et demi. Ça vous donne une idée du parallèle. Quand toutes les parties prenantes vont dans la même direction, les délais sont tenus. Quand tout le monde s'y met vraiment, quand tout le monde... Un des sujets, je le disais préalablement, un des sujets de la réussite, ou un des éléments de la réussite, c'est l'alignement de toutes les autorités publiques, privées, sur le projet olympique. Cet alignement, il se fait qu'à des moments exceptionnels. Il s'était fait pas très loin, à Saint-Denis, au moment de la construction du Grand Stade. Parce que la France avait décidé très tardivement d'accueillir la Coupe du Monde. Bon, donc on a un temps archi réduit. On a construit à l'époque le Grand Stade, Stade de France, pardon. Donc quand il y a une volonté pour que tout le monde s'aligne, mécaniquement les résultats sont là. Après, est-ce qu'on doit toujours avoir ce type de procédure ou d'alignement ? Je serais juste réaliste, je dirais que ça n'arrive que très 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 rarement que l'État, les collectivités, les opérateurs soient à ce point-là alignés. Et le tout dans un calendrier imposé. Ça n'arrive jamais, à part ce type d'exception. Par contre, ce qu'on doit tirer comme enseignement, c'est qu'on est capable de faire des choses dans des temps malgré tout un peu réduits. Un projet urbain, ce que je fais moi sur une quinzaine de projets urbains en France, grosso modo, le temps moyen, c'est entre 10 et 15 ans. Je prenais la ZAC des Docks, c'est 20 ans. Dans d'autres endroits, voilà, au mieux c'est 8 ans, au pire c'est un peu plus. Bon, là c'est 4 ans et demi. Et pour revenir aussi à l'intérêt pour le groupe Nexity, je compare avec la ZAC des Docks, mais je compare avec cette ville sur laquelle on est très investi en tant qu'opérateur, au point que dans quelques semaines, on installera notre siège sur la ville de Saint-Ouen. Ça fait partie de ces villes extrêmement symboliques, à la fois extrêmement dynamiques, et en même temps, on va dire, dans un territoire de transformation très très fort, porté par une addition de projets très structurants, le village olympique, la ligne 14, l'hôpital nord parisien, quand il aura fini les péripéties administratives, la DGSI, bref, ces mutations de territoire en Île-de-France que l'on retrouve avec des dimensions pas toujours identiques, mais un peu partout dans ce que j'appelle les bananes du périphérique, c'est-à-dire les premières couronnes, qui est un peu l'effet, des fois différent, mais de la gentrification de l'autre côté du périph', qu'on retrouve moins, on va dire, un peu plus on s'éloigne, on va dire, dans la profondeur des départements de première ou de deuxième couronne, mais que l'on peut peut-être retrouver avec les infrastructures de transport qui vont arriver avec la Société du Grand Paris. C'est ça le visage du Grand Paris après les JO, c'est-à-dire une ville qui continue à se construire, ou un territoire, on va dire, de zones denses et d'agglomération, une zone urbaine qui continue à se construire, qui se construit en 2024, c'est-à-dire en répondant aux enjeux environnementaux, en répondant à la qualité de l'habitat,
je pourrais parler des heures sur la qualité des logements à l'intérieur. Alors justement, moi j'aimerais qu'on revienne sur un point, c'est la démarche bas carbone, notamment de votre secteur, donc le secteur E-Belvédère, avec le mode de construction qui mixe bois et béton bas carbone. Ça permet de réduire 50% de l'empreinte carbone du projet par rapport aux Jeux Olympiques de Londres, par exemple. Et ça, c'est pareil, c'est du jamais vu. 80% du bois structurel, je tiens à le préciser, est issu des forêts françaises. Ça fait partie de notre groupement ou d'un des éléments de notre groupement. Je disais tout à l'heure, notre groupement, il y a CDCH et Groupama qui sont, pour nos auditeurs, les 2 plus gros propriétaires de forêts en France. C'était pas neutre d'aller les chercher. C'était à la fois une obligation, je le disais dans le cahier des charges, de montrer l'excellence environnementale et en même temps une volonté de nos entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entreprises comme Nexity, mais comme nos autres partenaires, on est engagé très fortement sur cette transformation environnementale et dans nos métiers qui sont responsables, on va dire, parfois de quelques dégradations, de s'engager très fortement pour transformer nos métiers, transformer notre manière de produire. Donc là, c'est un symbole, c'est un exemple, c'est une vitrine. Donc on a mis, on va dire, pour parler simple, la barre plus haute que d'habitude. Mais en même temps, c'était une obligation. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, on a utilisé ce qui pouvait être utilisé, on a construit le moins possible. Parce que c'est l'axe de construction qui consomme, entre guillemets, du CO2. Donc, on s'est imposé ça, et on s'est imposé ça sur 2 pieds, on va dire, à la fois les modes constructifs, ce que vous disiez, en particulier l'addition de béton bas carbone et de bois, et avec un mode constructif, sans rentrer dans le détail, on va dire de poteau-poutre, qui permet justement cette réversibilité. Tous nos bâtiments sont construits sur le même mode constructif. Et ensuite, l'utilisation, on va dire, d'éléments préfabriqués hors site. Alors ça, c'est le hors site, c'est ça. En particulier sur les façades, qui là aussi sont moins consommateurs, on va dire, de carbone, tout simplement parce qu'on ne coule pas du béton sur site, on le préfabrique et on le livre. Ça permettait, vous l'imaginez bien sûr, de gagner du temps. C'était quand même un peu l'objectif. Et en même temps, d'être plus attentif, on va dire, à notre réponse environnementale. Donc on a réussi par ailleurs à tester, on va dire, des nouveaux modes constructifs, pas simplement pour le plaisir, et je donnerai l'exemple du béton de chanvre, où on a essayé à travers des APEX, nous, de faire valider l'utilisation du béton de chanvre. Sans rentrer encore une fois trop dans le détail technique, on a mis en place, ou on est allé chercher un certain nombre d'APEX avec le CSTB et d'autres, et puis on s'est aperçu que la portance du béton de chanvre était, au-delà de 2 étages, un peu fragile, qui avait des risques, donc forcément on n'a pas développé. Par contre, on a réutilisé, et ça c'est très important, on a réutilisé chez nous, chez Nexity, dans notre entreprise, on va dire les enseignements qu'on a eu sur le béton de chanvre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on produit des bâtiments d'activité de rez-de-chaussée ou R+1 maxi, exclusivement en béton de chanvre et en bois. C'est-à-dire que tout ce qui a été... C'est un peu aussi l'esprit, on va dire, de ce type de projet, c'est un peu de la recherche appliquée en temps réel. Tout ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, alors des fois avec de la réussite, je parlais des poteaux-poutres ou du mix béton bas carbone bois, on a aussi essayé ou tenté d'autres innovations. Bon, ça marchait pas forcément, c'était pas encore suffisamment développé. Par contre, on a tiré des enseignements qu'on réutilise, on va dire, dans d'autres projets de Nexity. L'exemple de la portance du béton de chanvre qu'on n'a pas pu utiliser sur les JO, on l'a transféré sur des locaux d'activité. Et quand on voit, on est en train de livrer aujourd'hui le premier bâtiment de ce type-là sur la commune de Saint-Priest, dans l'agglomération de Lyon. En fait, moi, quand je le vois, je me dis, voilà, on a pu le faire parce qu'on est allé sur les JO essayer de faire des choses en termes d'avancée, de recherche et d'innovation. Donc, certaines choses sont réplicables. Voilà. Deuxième élément sur lequel on a fait beaucoup d'avancées et que l'on réutilise derrière, c'est l'accessibilité universelle. Je le disais tout à l'heure rapidement, les ambitions sur l'accessibilité universelle étaient au-delà de toutes les normes françaises, pour tout type de handicap. Parce que, toujours pareil, l'excellence française, la volonté de montrer, et puis une ambition partagée sur ces sujets-là de l'ensemble des partenaires. En fait, on réutilise tout ce que l'on a appris, ou on va dire les efforts qu'on a pu faire, juste sur la prise en compte, l'anticipation du vieillissement de la population dans la manière dont on va construire demain. Donc ce sont des enseignements qui, dans la totalité, ne nous serviront pas, mais par contre, partiellement, nous servent déjà à mettre en œuvre sur, on va dire, la production classique de Nexity, dans d'autres projets sur d'autres parties du territoire national. Donc pour adapter les logements au vieillissement de la population. En fait, on prend en compte ce qu'on faisait moins antérieurement. C'est des choses tout simples, parce qu'il y a des réglementations
hein, sur la taille des salles de bain, sur les PMR, mais on le prend en compte aussi dans la manière, comment vous dire ça, la manière tout simple dont on pense avec les archis la sortie des prises électriques dans les logements. Qui sont plus en bas dans le sol, mais plutôt au milieu. Voilà, c'est des éléments. Après, on rentre dans notre moulinette de promoteur, c'est-à-dire comment aujourd'hui on est capable de produire ça dans une certaine catégorie de projets. Voilà, on apprend à faire ce genre de choses, on intègre dans le droit commun, si je peux utiliser cette expression, de Nexity. 20% des besoins électriques du quartier seront grâce à l'autoconsommation. Ça aussi, donc c'était avec EDF, vous l'avez dit, le partenaire. Expliquez-nous comment ça va se passer. Il y aura des panneaux photovoltaïques, c'est ça, hein, sur certains toits. Il y a 19 immeubles dans le quartier Belvédère. Est-ce que tous les immeubles seront équipés de panneaux photovoltaïques? Pas tous, parce qu'il y en a un, c'est des gymnases. Oui, celui qu'on a vu, le fameux, donc voilà. Ça ne sera pas possible. Mais du coup, les panneaux vont permettre d'utiliser 20%, enfin de produire 20% des besoins électriques. Ça, pareil, c'est quelque chose d'assez inédit. Alors c'est à la fois pas complètement inédit parce que ce sont des sujets sur lesquels nous allons, on va dire, de plus en plus. Mais voilà, là, c'était posé comme une composante imposée de nos projets. Donc c'est aussi dans cette perspective de répondre à des enjeux environnementaux. Donc ça, on l'a fait, ça va se faire. Hein. Mais c'est aussi, alors le partenariat avec EDF, c'était à la fois l'énergie et à la fois la qualité de l'air. Et dans les logements, on a expérimenté avec EDF. Et encore une fois, je vous le dis, on a pensé ce projet-là avant des périodes complexes, et je pense à la période de la Covid, avec des systèmes de purification de l'air des logements, purification de particules, mais aussi potentiellement de virus. Donc on a expérimenté quelque chose que EDF n'avait jamais fait antérieurement. On le fait sur le village olympique et on verra si c'est duplicable, on va dire, dans le gros volume. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la recherche appliquée. On essaye des choses, on les met en œuvre et on verra si demain on les utilise. Mais c'est aussi une manière de tester, on va dire, des engagements ou des nouveaux chemins pour un groupe comme Nexity. Il se trouve que moi, il y a quelques mois, dans mon secteur, on a lancé Nexity Solaire sur des fonciers délaissés. C'est aussi l'expérience et, on va dire, le cheminement avec EDF qui nous a amené, nous, à nous interroger sur comment on utilise, ou on va chercher dans nos métiers, c'est-à-dire le développement foncier, on va dire un nouveau secteur à travers Nexity Solaire. C'est toutes ces choses que l'on a appris, que l'on a côtoyées pendant les JO, pendant la phase de construction et de livraison, qui nous permettent aussi de développer parfois d'autres secteurs d'intervention. Puis à la fin, je crois que c'est quand même ce qui est pour moi le plus important. Ça paraît bizarre de le dire comme ça à quelques jours de l'accueil des Jeux Olympiques. Le plus important, c'est la phase héritage. C'est-à-dire comment on va livrer après les Jeux Olympiques, après la phase de réversibilité, qu'on va livrer sur ces territoires des nouveaux quartiers de ville qui sont aujourd'hui totalement construits. Tout est terminé. Tout est terminé. C'était très frappant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et de le voir comme ça le jour de l'inauguration. En fait, le village olympique, tous les lots étaient livrés totalement finis. Les constructions, l'espace public, le mobilier urbain, la végétalisation. Et ça, comment dire, je vais vous donner un ressenti un peu personnel, mais c'est très étrange parce qu'en fait, on ne fait jamais ça. Quand on livre des grands projets, c'est tranche par tranche. Oui. Là, on livre tout d'un coup. C'est à la fois une grande fierté d'y être arrivé, je le disais tout à l'heure. C'est surtout une grande fierté de se dire demain, des hommes et des femmes vont venir habiter, travailler, des enfants vont grandir dans ce qui est l'excellence française. Avec un enjeu, c'est pas le moindre, c'est que après la phase de réversibilité, du jour au lendemain, on va accueillir X milliers d'habitants dans un quartier qui n'existait pas. Donc, imaginez du jour au lendemain, alors ça va pas être du dimanche soir ou lundi matin, mais ça va être quand même très très resserré, des milliers d'habitants, d'hommes et de femmes, qui vont arriver dans un endroit... C'est 6 000 habitants sur l'ensemble du village. Qui vont arriver du jour au lendemain dans un endroit dont ils vont prendre possession. Et on a un énorme enjeu, à la fois nous, parce qu'on reste un peu présent, si demain on commercialise, mais à la fois pour, on va dire, les bailleurs sociaux, à la fois pour les entreprises qui vont... s'y installer en termes de bureaux, mais à la fois pour les collectivités, surtout, enfin pour tous les partenaires, c'est un énorme enjeu de dire comment on va accompagner ce qu'on n'a jamais fait nulle part en France. C'est-à-dire, du jour au lendemain, en quelques semaines, 6 000 personnes qui vont venir habiter, dormir, travailler, échanger, aller dans des commerces sur un secteur qui n'existait pas antérieurement. Et je crois que c'est à la fois, pour moi, le plus important, la phase héritage, à la fois par rapport à
à la mémoire de ce que l'on aura fait ou de comment on aura réussi à le faire, mais surtout pour les hommes et les femmes qui vont rester sur ces territoires-là. C'est une transformation qui est utile pour le développement et la transformation des territoires. C'est une transformation qui est utile pour montrer qu'on est capable de penser la ville à partir de rien, parce que là, il n'y avait rien au départ. Alors oui, donc 6 000 habitants dans la phase héritage, 6 000 salariés qui viendront occuper 120 000 mètres carrés d'activité de bureaux de services au total. Sur l'ensemble du village. Chez vous, dans le quartier Belvédère, il y aura 2 crèches, je crois. Dans l'ensemble, 2 groupes scolaires. Une crèche. Magnifique crèche. On manque tellement de crèches que ça me perturbe. Un hôtel, une résidence étudiante, il y aura du co-living aussi. Donc voilà, ce sera mixte, vous l'avez dit, logements sociaux, logements abordables, on en parle beaucoup en ce moment. Ça ira du T1 au T7 sur l'ensemble du village. En fait, c'est aussi pour ça, comment dire, que j'essaye de faire partager une certaine fierté. En fait, on livre une ville comme on fait une ville aujourd'hui, c'est-à-dire une ville avec de la multiprogrammation, avec des gens qui habitent, des gens qui y travaillent, des gens qui consomment, des gens qui vont se croiser, des gens qui vont partir le matin pour aller ailleurs, qui vont revenir et vice-versa. Une ville aujourd'hui, c'est tout ce que vous venez de décrire. C'est pas c'est pas un territoire monofonctionnel. Une ville aujourd'hui, elle est multifonctionnelle. Elle doit permettre le croisement, le partage, on va dire, à la fois des espaces publics, mais des lieux. Voilà, c'est cet enjeu-là aussi qu'on retrouve. Personne ne nous obligeait à mettre un gymnase au dernier étage d'un immeuble de bureau. Voilà, c'est un choix de dire il faut qu'il y ait aussi une continuité de l'activité et de la vie, quelle que soit la programmation entre guillemets du bâtiment tertiaire ou résidentiel. Et puis il y aura bien sûr toute typologie de logement. J'insiste, avec les mêmes qualités intérieures. Tous les logements ont des poutres apparentes. Tous les logements ont, pour la plupart, des espaces extérieurs. Voilà, ça a été aussi un choix des opérateurs que je représente là, de proposer, quelle que soit la typologie de logement, sociaux, accession, intermédiaire, les mêmes qualités d'habitat de demain. Et au niveau architectural aussi, c'est assez complexe. Alors, j'avais vu que l'air pouvait circuler naturellement. Ça a été conçu de manière assez... Ça c'est les systèmes de refroidissement, d'aération. C'est-à-dire qu'on a aussi projeté, ça fait partie des enjeux environnementaux, mais qu'on fait aussi par ailleurs, aujourd'hui, maintenant, tout le temps. C'est-à-dire on construit une ville, pas sur les 2-3 prochaines années. On construit une ville qui va durer 50 ans et on sait tous que dans les années à venir, a priori, même si tout le monde ne partage pas, a priori, les conditions climatiques vont quand même beaucoup évoluer. Et donc, ça impose d'avoir, des bâtiments avec une aération, voilà, tournés d'une certaine manière pour bénéficier de tout ce qui est refroidissement naturel, d'être traversant. Enfin, voilà, aujourd'hui, ce sont... mais là, c'est pas propre au village olympique. Aujourd'hui, ce sont des conditions qu'on essaye d'imposer dans la plupart de nos programmes, parce qu'on sait bien que ces sujets environnementaux, climatiques, sont plutôt à se renforcer qu'à diminuer. Une petite mention spéciale aussi pour les arbres qui ont été plantés, 9000 je crois, c'était l'objectif. Ça a été tenu. C'est tout le monde. C'est pas chez nous, là pour le coup l'espace public, c'était la compétence de la Solidéo, les objectifs ont été atteints. On va dire ça comme ça. Bon, merci beaucoup donc pour votre expertise, Jean-Luc Porcedo. Merci aussi, Élodie Frémont. Alors, on va passer maintenant à vos questions. Et il y en a déjà pas mal. Alors, première question. Bravo d'avoir réussi à relever ce défi. Donc, je pense que c'est pour vous, Jean-Luc. Que pensez-vous pour résoudre cette crise des propositions avancées, réversibilité, donc en plus on en a parlé, transformation des bureaux en logement. Ça, c'est des propositions qu'on ont été faites d'ailleurs par Gabriel Attal, notre Premier ministre qui en a parlé. Un petit mot peut-être, Jean-Luc. Alors je vais revenir sur ce que Maître Frémont a présenté tout à l'heure. Tout ce qui est évolution est bon à prendre. En fait, la crise est profonde. Et donc, on a une addition de réponses potentielles. Donc, tout ce qui est une proposition est bon à prendre. La transformation de bureaux en logement, c'est à la fois une réponse environnementale, c'est une réponse pour produire du logement, mais ça ne produira jamais ce dont on a besoin sur toute la France. C'est réservé à certains territoires. C'est une niche. Voilà, c'est une niche. C'est réservé à certains bâtiments, parce que la transformation, c'est pour améliorer les bilans carbone, mais il y a parfois des bâtiments que l'on ne peut pas transformer. Donc on sera obligé de les démolir. C'est une niche, c'est pas l'alpha et l'oméga de la relance d'une politique du logement. C'est une parmi tant d'autres. La réversibilité, c'est aussi une réponse environnementale, parce qu'on sait très bien que des bâtiments
ont une vie qui va durer plusieurs décennies et que de penser au départ, et ça c'est ce que l'on a réussi à faire avec les JO, de penser au départ l'évolutibilité du bâtiment, c'est une manière d'apporter une réponse environnementale nouvelle. Après, tous les bâtiments ne peuvent pas être réversibles. Déjà, ceux qui sont construits, il y en a beaucoup, ne peuvent pas être réversibles dans tous les territoires, parce que le territoire national, c'est pas que Saint-Ouen et les Jeux Olympiques. Il y a des endroits où la réversibilité ne sera a priori pas une donnée nécessaire. Par contre, ce qui pourrait être une donnée nécessaire, c'est l'évolution de typologie de logement, parce que les évolutions sociologiques des familles françaises, le prolongement de la durée de vie, des familles qui se décomposent, qui se recomposent. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on travaille chez Nexity, on doit être en capacité, ou chez d'autres partenaires, on est en capacité de proposer un logement qui pourrait être un F2, mais si demain la vie fait qu'on est un de plus, ça pourrait être un F3. Mais si on est sur un F4 et que la vie fait qu'on est un de moins ou que chacun part de son côté, on doit pouvoir réaménager. Ça se pense dans la conception. Mais encore une fois, c'est une petite manière de répondre aux évolutions sociologiques de notre pays. Après, le reste, j'ai envie de dire, hélas, toutes ces petites mesures ne font pas une politique du logement. Toutes ces petites mesures, que je salue par ailleurs, sont nécessaires, mais sont un peu un sparadrap sur une jambe de bois par rapport à la difficulté, à la profondeur de la crise. Aujourd'hui, on a une crise de l'offre, on a une crise de la demande, on a une crise des coûts de construction, on a une crise de l'écoulement, on a des taux d'intérêt, même s'ils ralentissent, ne vont pas baisser. On rentre dans une séquence où et on peut parfois l'expliquer ou le comprendre, où les villes ont de moins en moins envie de passer à l'acte de construire parce que politiquement c'est souvent contesté. Et puis on rentre dans une période presque électorale. Vous allez me dire les européennes, j'allais dire non, les prochaines municipales. Voilà, c'est qui sont pourtant dans 2 ans. Mais on voit bien que tout est aligné pour que on n'arrive pas à imaginer, et encore une fois, Maître Frémont le disait très très bien, à imaginer une sortie du tunnel. Et par ailleurs, on prend des mesures, indépendamment de ce qu'on annonce sur des simplifications, qui encore une fois sont nécessaires, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, l'immobilier n'est pas rentable, donc les investisseurs ne viennent pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'accès au parcours résidentiel est fermé pour les petits revenus et les jeunes, et c'est dramatique, là, on va dire politiquement et socialement, d'avoir supprimé le PTZ. C'était donner le moyen à des petits revenus de rentrer dans un parcours résidentiel. Un représentant de l'exécutif me répondrait « c'est pas vrai, on l'a transformé ». Oui, on l'a recentré sur des zones denses, là où les prix de sortie sont encore très élevés et où donc les petits revenus ne peuvent pas accéder. Et puis, par ailleurs, le PTZ, était territorialisé sur le plan national, et là on a recentré sur un certain nombre de territoires. Bref, il y a des mesures qui ont été... Et on a exclu la maison individuelle. Et on a, par ailleurs, pour des raisons... Je ne sais pas si c'est idéologique ou autre, mais je vais rester poli. On a supprimé la maison individuelle parce qu'aujourd'hui, la maison est la responsable de tous les maux de la terre. Moi, je ne le crois pas. D'abord parce que je pense que c'est demandé, qu'on peut faire évoluer la maison. Mais voilà, et c'est moins... Et vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est le ZAN ? Je dis, moi, c'est moins le ZAN, parce que par ailleurs, il faut qu'on maîtrise l'extension. Donc le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Pardon, merci. Mais qu'il faut qu'on maîtrise, on va dire, l'utilisation de nos espaces naturels. Par contre, l'addition du ZAN plus la fin du PTZ sur la maison, c'est aujourd'hui la fin, je le disais, de l'accès au parcours résidentiel et des régions où on n'a plus du tout aucune réservation, tout simplement. On aura toujours des réservations dans les arrondissements de Paris pour celles et ceux qui peuvent se le permettre. On l'a moins dans des territoires de deuxième couronne et on l'a plus du tout dans des territoires dits en difficulté ou en transformation. Donc, je pense que du bien de ce qui peut aider. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant pour une raison toute simple, vous savez, et je ne crois pas, parce que vous le disiez tout à l'heure, je ne crois pas au retour de dispositifs fiscaux. Sans être un spécialiste, je crois que l'état des finances publiques ne le permette pas. Vous m'avez vraiment parlé tout à l'heure. Je ne pense pas que c'est ça qu'il faut attendre, mais par contre, de retrouver de la rentabilité sur l'immobilier, ça peut être une solution pour les investisseurs privés ou institutionnels, de repermettre à des populations d'accéder, parce que ça ne coûte pas beaucoup le PTZ, quand on regarde précisément, ça ne coûte pas beaucoup au budget de l'État. Par contre, ça met en dehors une partie de notre population. Bref, qu'il faut essayer de repenser un certain nombre de choses, mais ça passe par un projet de loi de finances, et j'ai compris que le président de la République avait dit qu'il n'y aurait pas de projet de loi de finances rectificatif au mois de juillet, donc il va falloir attendre celui de
fin d'année, et d'ici la fin d'année, il peut se passer beaucoup de choses. Donc pour l'instant, des entreprises comme Nexity, on se bat, les équipes se battent tous les jours dans la réalité que vous avez présentée. Moi, je suis attentif, et vous êtes les premiers concernés, je suis attentif aux réactions des collectivités territoriales sur la chute totale des DMTO. Et en particulier, droit de mutation. Pardon, oui, excusez-moi. Droit de mutation. Et en particulier des collectivités départementales qui ont en charge la solidarité. Donc, sans faire des effets de domino de l'un à l'autre, en même temps, c'est quand même ça qui est en train de se passer. C'est une source de revenus pour les collectivités. C'est la source de revenus pour les collectivités départementales. Non négligeable. En fait, aujourd'hui, l'arrêt de tout ce qui est le secteur de l'immobilier en général, sans parler des conséquences de l'emploi qui vont quand même arriver. Aujourd'hui, c'est principalement les ETI qui sont concernés dans les régions et peu les majors dans les zones denses et en particulier, on va dire, dans les métropoles. Mais ça va venir tout simplement parce qu'il y a des gros chantiers qui s'arrêtent bientôt, comme les infrastructures de transport. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ça a un impact sur l'emploi, ça a un impact sur les ressources des collectivités, ça a un impact sur, on va dire, toutes celles et ceux qui font du logement, et vous le disiez très justement, le premier budget d'un foyer. Moi, j'aime beaucoup parce que personne ne se rend compte de ce que vous disiez, c'est-à-dire que les effets cumulés des crises depuis 3 ans fait qu'au même prix, on a 20% en moins de capacité d'investissement, et donc la solution, c'est de faire plus petit ou de ne pas bouger. Parce que la conséquence de tout ça, c'est de l'arrêt, on va dire, de l'immobilier en France, que je crois que c'est à l'arrêt, c'est le logement social qui en pâtit d'abord, parce que tout le monde ne le sait pas, mais c'est quand même les opérateurs privés qui financent d'abord principalement le logement social. Donc en fait, on ne le finance plus, donc il n'y a plus de logements sociaux, et je renvoie aux propos de Madame Cos régulièrement. Et derrière, ce sont les collectivités et les hommes et les femmes qui vivent dans des conditions plus précaires. C'est vrai de l'étudiant aux personnes âgées. Et ce constat-là, on a beau le dire, le répéter, on a fait, Véronique Bédag a copiloté le CNR, elle a l'occasion de le dire tous les matins, tous nos confrères de la même manière. Électroencéphalogramme plat sur ces sujets. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, et juste pour peut-être faire un petit complément sur le nombre de logements chaque année, il y a une étude qui est sortie, bon, il y en a eu plein des études, mais la dernière qui a été menée par l'UNAM, l'Union des aménageurs, et l'ESPI, c'est 400 000 logements, nouveaux logements construits par an en France. C'est ce qu'il faudrait. Dont on aurait besoin. C'est ce qu'il faudrait. Voilà, chaque année. Donc on en est loin. Là, il y a un débat récurrent entre... Oui, le gouvernement tire forcément ce nombre à la baisse. Je dis juste aujourd'hui. Mais grosso modo, c'est ça. C'est entre 400 et 500 000. L'année dernière, les promoteurs avaient sorti une étude pareille, c'était 500 000. Donc c'est entre 400 et 500 000. Autre question, l'implantation des constructions nouvelles devant être transformées à l'habitation va-t-elle effectivement faciliter une meilleure cohésion sociale autour de quartiers qui, avant les Jeux, étaient en devenir, et quels moyens seront mis en œuvre pour que cela perdure? Donc, une autre question pour vous. En fait, la question qui est posée, elle s'adresse à la fois à nous, opérateurs, mais aussi aux dirigeants des collectivités ou aux bailleurs. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on ne construit plus les villes comme on les construisait il y a peut-être 10, un peu plus, allez, 15, 20 ans, c'est-à-dire des endroits où on travaille, à côté... un peu plus loin des endroits où on vit, et enfin des endroits où on consomme. Aujourd'hui, la ville, elle est multi-usage, et on le fait de plus en plus, dans cette perspective-là, et les élus accompagnent ces évolutions. Et un endroit où nous, on le voit beaucoup, qui est un peu, entre guillemets, un de mes champs d'intervention depuis quelques années, ce sont ce qu'on appelle les entrées de ville. C'est-à-dire là où il y avait des commerces, l'idée, c'est que ça devienne des extensions de ville avec de la multiprogrammation. On maintient du commerce, mais on fait du logement, on fait du tertiaire, on fait du résidentiel, on fait de la résidence service, c'est-à-dire senior ou étudiant. Bon, voilà, c'est aussi la manière, non pas aujourd'hui juste de répondre à des opérateurs comme Nexity, mais la manière dont c'est attendu par les élus, qui restent quand même les pilotes des projets de transformation sur leur territoire, et je crois aussi et surtout pour les hommes et les femmes qui deviennent demain locataires, acquéreurs. Donc, est-ce que ça va permettre plus de mixité ? On l'espère. Du moins, on fait tout pour. Quand on mixe sur un même territoire, je prends notre secteur du logement social, de l'intermédiaire et de l'accession, c'est bien pour retrouver, on va dire, de la mixité sociale. Est-ce que ça va accélérer la non-mixité ou les difficultés sur la mixité sociale dans des territoires
sur des territoires comme la Seine-Saint-Denis, qui sont d'anciens territoires ou qui sont des territoires de politique de la ville d'aujourd'hui. Ça passe par autre chose. C'est de la démolition-reconstruction pour retrouver, on va dire, de la mixité urbaine, de la mixité de programmation, tout simplement en ramenant, et c'est ce que l'on fait, Nexity est le premier opérateur privé en zone en rue, ce que l'on fait dans beaucoup de territoires, en ramenant de l'accession là où il y avait du logement exclusivement social. Donc ça, c'est toutes les politiques autour de l'ANRU et des financements qui ont permis ces évolutions-là. En tête, plusieurs villes en Ile-de-France, mais pour moi, la plus symbolique est Vaux-en-Velin, qui a vraiment transformé son centre-ville. Alors, pendant presque 3 décennies. C'est un temps très très long. Après, des fois, on peut se dire, quand on voit l'actualité, que tout ça est très compliqué parce que ça demande aussi une exigence sur les services publics, sur la qualité des intervenants, sur le maintien des intervenants dans les services publics sur ces territoires. Je pense entre autres aux enseignants, sur la qualité du bâti. C'est une compétence des collectivités locales, départementales ou régionales, hein, écoles, collèges, lycées. Voilà, bref, c'est toujours dans ces sujets-là, non pas simplement une question auquel nous, on peut répondre en tant qu'opérateur d'immobilier, mais bien une réponse partagée de l'État jusqu'aux opérateurs en passant par les collectivités. Alors là, prochaine question, je vous avais interrogé à ce sujet hors antenne, c'est-à-dire qu'on n'en a pas reparlé pendant l'émission. Les appartements sont-ils déjà en vente? Donc les appartements du village des athlètes qui deviendront des logements après les JO, donc sont-ils déjà en vente et chez qui peut-on les trouver? Ça intéresse par cette question parce que je ne sais pas si je vais vous donner les coordonnées de certains confrères au détriment des coordonnées de Nexity pour faire plus sérieusement et plus simple. Nexity, on n'a pas commencé la commercialisation. Tout simplement en se disant aujourd'hui on est vraiment au creux de la vague sur l'écoulement, donc on a retardé la commercialisation qu'on enclenchera au plus tard à la fin de la phase JO, mais pour l'instant on l'a pas commencé. Certains autres concurrents et néanmoins confrères ont commencé. Je m'interdis de critiquer mes confrères. J'ai cru comprendre en lisant la presse que la commercialisation n'était pas au top, mais je les laisserai répondre si vous prenez contact avec eux. Pour ceux qui l'ont déjà fait. Hein, oui, pour ceux qui l'ont déjà lancé. Mais tout simplement, il n'y a aucune raison. Une grosse difficulté du moment, c'est l'écoulement pour les opérateurs d'immobilier. L'écoulement est quasi à l'arrêt. Il n'y a aucune raison que sur le village olympique, ça se passe autrement, contrairement à ce qu'on croit. Et bien sûr qu'il y a une fierté d'avoir livré le village olympique. Après, les hommes et les femmes qui veulent acheter, ils se posent d'autres interrogations. Bien sûr qu'ils seront fiers demain, peut-être, je l'espère. Mais en moins, est-ce qu'ils peuvent acheter parce que pas le crédit? Enfin voilà. Et donc l'écoulement au village olympique sur le secteur n'est pas commencé, la commercialisation. Sur le reste du village, je crois que certains de mes confrères ont commencé, mais j'ai lu dans la presse que c'était pas brillant, on va dire, et que c'était un peu compliqué. Et tout ça est normal. Alors, bonjour. Quid des chiffres dans le neuf? Nombre de permis de construire. Ouais. Chronique, je le disais tout à l'heure, hein, chronique d'une catastrophe annoncée, répétée, attendue. Je ne peux pas dire autre chose. Les chiffres dans le neuf. Alors, je crois qu'ils ont été publiés récemment par la FPI, il y a 10 jours, sur le site de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. En fait, il y a plusieurs choses dans la question que vous posez. Il y a le nombre de permis attribués et il y a le nombre de projets lancés. Sans rentrer trop dans le détail des métiers de la promotion, on lance la construction quand on a un niveau de réservation. Et puis des fois, on a des permis obtenus qu'on ne lance pas parce que la commercialisation, elle n'est pas au rendez-vous. Donc en fait, c'est un mixte de tout ça. Le nombre des permis de construire est en chute. Je ne sais plus si c'est de 30 à 40% par rapport aux années précédentes. On attribue moins de permis. Voilà. Les procédures sont plus longues. On les fait traîner parfois. Et surtout, on ne va pas accélérer parce que les municipales, c'est dans 2 ans. Donc en fait, on est sur une pente descendante. Et parce que les maires et bâtisseurs sont mal vus. Hein. Je continue je ne sais pas si c'est la légende urbaine ou si c'est la réalité. Seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, penser un projet urbain d'une grosse dimension, il y a des maires qui ont le courage de le faire et l'acceptabilité est un peu plus simple. Lancer des projets dans le diffus, ça multiplie les contestations. Et elles sont de même niveau qu'on fasse 400 logements ou 40 logements. Par contre, on en a plein d'endroits, alors que quand on lance une ZAC sur plusieurs années, et en fait, on pense un projet de transformation. Quand je dis on, ce sont les élus, de transformation de son territoire. Et donc, on a le temps de l'expliquer. Puis il y a des endroits où on peut lancer des projets avec une acceptabilité, on va dire, beaucoup plus importante. C'est en particulier les quartiers de gare
et les entrées de ville. Les entrées de ville, aujourd'hui, sont des zones artificialisées qu'on va renaturer, où il y a de l'activité exclusivement à 100% monofonctionnelle, souvent commerce, et qu'on va transformer. Alors, on a monté un énorme partenariat à la société Nexity avec la société Carrefour de transformation de 76 sites, dont une moitié d'entrée de ville, justement pour aller accompagner les collectivités sur ces transformations de territoires où, on va dire là, je l'espère, sans parler de la commercialisation, les planètes sont un peu plus alignées, c'est-à-dire c'est une plus-value considérable de transformation d'un territoire, mais en même temps de réponse à des logements. Parce que aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de maires qui me disent là, ça commence à être compliqué parce que je n'ai plus que des demandes de logement et je ne sais plus comment faire. Bon, et alors après, ça, c'est leur comment je peux dire, la contradiction. C'est-à-dire, s'ils construisent, ils sont interpellés par leurs administrés, électeurs, et s'ils ne construisent pas, ils sont interpellés par leurs administrés, électeurs. Donc en fait, bon, voilà, le chemin est étroit, mais le chemin est plus dur à prendre à 2 ans d'un rendez-vous démocratique. Merci pour cette réponse. Et d'ailleurs, entrée de ville et quartiers de gare font partie maintenant du programme Action Cœur de Ville 2 qui a été lancé par le gouvernement. Je crois que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup Jean-Luc Porcedo. Je rappelle que vous êtes directeur général de Nexity Transformation des Territoires. Merci beaucoup Élodie Frémont. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Le replay de ce club notarial sera disponible comme d'habitude dès demain sur la chaîne YouTube et sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris, notaire-du-grand-paris.fr tout simplement. Et vous retrouverez également l'intégralité des chiffres dévoilés par Élodie Frémont. Le prochain club notarial, ce sera le 10 septembre. Donc on se donne rendez-vous à ce moment-là. À très vite. Merci. Le club notarial immobilier, mardi 28 mai 2024.